Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Votre programme avec promessedefleurs.com. Promessedefleurs.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Chers amis, bonjour, très bienvenue au Jardin. Vous êtes sur News Jardin TV pour le 6 novembre. Eh bien, nous sommes déjà bien dans l'automne. J'espère que vous avez préparé le jardin comme il fallait. La semaine dernière, on vous a donné bons conseils pour justement mettre les plantes frileuses à l'abri. Et aujourd'hui, eh bien, on va aussi se faire plaisir, découvrir des plantes, vous donner les conseils qu'il faut de saison et peut-être même un petit peu plus. Alors, à mes côtés, comme d'habitude, monsieur Roland Motte, jardinier à Vittel. Tout va bien ? Bonjour Monsieur Patrick, bonjour à tous, ça va extrêmement bien, ça y est, la Toussaint est passée, ça va beaucoup mieux. T'as plein de chrysanthèmes dans ton jardin, tu récupères tous ceux du village. Oui, je vais les voler dans le cimetière. Ouais. En tous les cas, oui, toutes les saisons ont leur charme, tous les moments sont agréables. Alors nous sommes quand même déjà le 310e jour de l'année. Hein. Alors ça se rapproche à ton réveillon. Hein. 55 jours avant le réveillon, oui. Et nous sommes le 15e jour du signe astrologique du Scorpion, le 16e du mois de Brumaire, toujours les brumes du petit matin, dans le calendrier républicain français. Et pourquoi on vous impose ce calendrier républicain ? Pour vous faire découvrir tout simplement des plantes. Et aujourd'hui, ce sera le jour du... Le chervy, Sium cisarum. Sium cisarum, oui, plante qui ressemble vaguement à du panais, à du persil sauvage, à des choses comme ça. C'est une ex-ombellifère, donc de la famille des apiacées. Alors, j'aimais mieux quand on disait ombellifère. Oui. De mon temps, on disait ombellifère parce que c'est une ombelle quand même finalement, la floraison. Oui, exactement. Ah oui, c'était plus sympa. C'était plus évocateur. Et apiacée parce que c'est Apium graveolens. Apium graveolens, c'est qui lui? C'est là. Oh, je l'ai perdu. Il le sait pas. Il en cultive plein dans son jardin. Je l'ai perdu. Apium graveolens, c'est le céleri, monsieur. Ah Roland. oui, le céleri. Oh, dis donc. C'est quand même mieux de l'appeler céleri. Le chervy, le berle des bergers, le chirouis, la girole avec un seul L. C'est quoi ce truc-là? Moi, franchement, je la connais pas. Quand on se balade en forêt ou en bord de forêt, parce qu'elle est plutôt dans les talus un peu humides sur le côté, c'est ces grandes plantes qui elles poussent jusqu'à 1,50 m de haut. C'est quand même un beau machin. Et bien, on les reconnaît quand elle est en fleurs, avec cette ombelle de fleurs. Alors après, il faut faire gaffe, parce que tu as les petites ciguës, tu as plein de cochonneries là-dedans. Méfiez-vous énormément avec les ombellifères, notamment à fleurs blanches, parce que entre la carotte sauvage, le panais, et justement des petites choses gentilles, genre ciguës, on n'y arrive pas franchement toujours à s'y reconnaître. Donc, on regarde ça de loin, ou si vous voulez, on va le cultiver, parce que c'est une plante qu'on peut mettre dans son potager. Oui, et on peut trouver des graines. Donc j'ai cherché un petit peu là pour trouver des graines. Il y a des sites qui proposent des graines. Ils l'appellent souvent, persil perpétuel. Bon, rien à voir, puisqu'on va le cultiver surtout pour sa racine, puisqu'on l'appelait aussi la racine à sucre. Alors des petites machines tout petits, les racines, c'est pas des gros trucs. C'est pas la betterave à sucre. Hein. Ah bah non, c'en est loin là. T'as intérêt à en cultiver beaucoup. Ça tient bien, y compris ce que tu appelles le pôle Nord, donc moins 25 degrés. Donc c'est une plante plutôt facile à cultiver, pourvu que le terrain soit quand même bien humide. Oui, parce qu'on les rencontre aussi au bord de l'eau. C'est des plantes qui, spontanément, peuvent se trouver en bord de ruisseau, des choses comme ça. Bon, c'est pas extraordinaire. Alors, le goût, a priori, a pas l'air mauvais. Si vous êtes passionné par le chervy, je vais vous envoyer chez nos amis de Rustica, parce que je crois que ce sont les seuls qui parlent de ce type de légumes assez régulièrement. Alors, ça fait partie de ce qu'on appelle les légumes anciens. Le problème, c'est quand même que c'est pas énorme, quoi. C'est des racines fasciculées et qui auraient le goût du panais, que l'on pourrait cuire un peu comme des salsifis ou des scorsonnaires, c'est-à-dire l'idéal de les faire sauter à la poêle avec un peu de jus de viande, c'est pas mal. Et on me dit que les jeunes pousses qui seraient
étioler. Alors étioler, mettre dans le noir, un peu comme quand on fait les endives, eh bien, on pourrait les manger crus en salade. Mais vous voyez, c'est encore le genre de truc dont on n'a strictement rien à faire parce qu'on a 10 fois mieux à manger. Alors, on va parler quand même, puisque nous sommes le 6 novembre, d'un anniversaire, l'anniversaire de monsieur William Robert Prince. qui était né le 6 novembre 1795. Dans À l'État Flushing. de ouais, Flushing, là, il n'y avait pas encore les cours de tennis, je Oui, pense, c'est ça doit être dans là. l'État de New York. Et c'est vraiment le pionnier de l'horticulture américaine. Et il était déjà dans une famille d'horticulteurs, puisqu'il avait ce qu'ils ont appelé les pépinières linéennes. Et il a été le premier aux États-Unis à introduire le mûrier pour l'élevage des vers à soie. Il aura fait connaître aussi la culture de l'osier et de l'igname de Chine. Et même du sorgho. Vous voyez, c'était donc une personne qui était importante et on voulait faire une petite révérence, tout simplement, d'hommage à monsieur William Robert Prince. Je disais 6 novembre, hein, on s'en rappelle, c'est la Saint-Léonard de Noblat. Il y a Saint-Mélène, alors je ne sais pas qui est-ce qui s'appelle Mélène aujourd'hui en homme, Mélène. évêque de Rennes, mort en Ah, c'est 530. ça. hein, Oui, oui. c'est vraiment un vieux prénom. Il y avait Sainte-Bertille aussi, j'ai pas trouvé de rime en i, mais il y moi, en j'ai a pas- pourtant, j'ai j'en ai pas trouvé. cherché assez. À la Saint-Melaine, au jardin, on sort la petite laine. Bah, peut-être que c'est prudent. Oui. Regardez bien la météo, ça peut varier rapidement et puis d'une région à l'autre, c'est pas toujours la même chose. Moi, quand même, j'ai trouvé avec la Sainte-Bertille, plantons les myrtilles. Bonne tout idée en simplement. plus. Ou jardinier qui plante à la Saint-Léonard est un fin renard. Rosette. Rosette, c'est pas une plante, c'est le nom de notre interlocutrice, je pense, et qui dit « Les tiges et les feuilles de nos ails sont rouillées et pourtant il a fait assez chaud. Quel est le problème et comment y remédier ?» Je ne sais pas où habite Rosette, mais si elle parle de l'été qui vient de se dérouler, Oui. assez chaud, c'était quand même pas terrible. On a eu Ça quand dépend même où. une belle arrière-saison. Il a fait assez chaud au début du mois de septembre. C'était Ouais. quand même pas mal. Ah, mais enfin, Mais pour t'as- l'ail, c'était fini. Ah oui, C'était- t'as eu juillet-août sous la flotte, donc Bon. c'était compliqué. Alors, en revanche, c'est vrai que des années comme nous avons eu, puisque la pluviométrie a été importante pendant pratiquement tout le printemps et même jusqu'au mois de juillet, il y a beaucoup de maladies cryptogamiques qui attaquent les aliacées. Il y a une rouille qui s'appelle Puccinia ali, bon, ça on s'en fiche peut-être un petit peu si on n'est pas 100% scientifique, et qui est donc un champignon qui apparaît tout simplement le long des nervures des feuilles. T'en as parfois, toi, de la rouille? Non, on essaye de limiter ça justement, donc en les éparpillant, puis surtout en les écartant, parce que plus tu vas planter serré, et plus tu risques d'avoir de la rouille, en particulier avec des temps de pluie comme on a eu cet été, donc là c'est compliqué. Et puis on fait aussi rotation des cultures pas mal, ça permet de limiter. Le problème, c'est que la rouille, elle est surtout liée aux conditions climatiques. Parce qu'en fait, quand il pleut par des températures de 18 à 22 degrés, notamment en minima, c'est ce qui se passe. S'il y a de la rouille, cette année, on avait quand même un petit peu ça. Alors, est-ce que l'on va faire quelque chose ? Non. Et faire quand même ce que Roland vous a dit, parce que ça attaque beaucoup les cultures denses. Et puis, en revanche, alors toi, tu es un adepte de ça, c'est que attention aux fumures organiques un peu excessives. Ça, toujours. Au potager, je trouve qu'aujourd'hui, on a quand même cette habitude de dire faut mettre du compost doucement, surtout sur les aliacées. Alors les aliacées, ce sont l'ail, l'oignon, l'échalote, le poireau, hein, même la ciboulette, sur lesquelles il faut quand même pas qu'il y ait trop de matière organique, c'est important. Tu as des secrets, toi, sur la culture de l'ail ? Non, pas du tout, j'ai pas de secret, si ce n'est que je les plante au printemps et non pas à l'automne, et puis comme je te le dis, donc beaucoup de rotation de culture. Non, on n'a pas vraiment de gros problèmes, y compris sur l'ail d'ornement. Sur l'ail d'ornement, j'ai pas de problème non plus, mais sur l'ail alimentaire, attention, parce que cette maladie se conserve dans la plante. Donc, ce qui veut dire que vous ne réutilisez surtout pas les cailleux de l'ail que vous avez récoltés quand il y avait de la rouille pour pouvoir multiplier. Vous achetez dans le commerce des plants qui seront assurément garantis sans problème. Vous n'avez pas la main verte? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Je viens rapidement de l'évoquer avec la question de l'auditeur qui nous avait posé, c'est l'amendement organique. Je sais que aujourd'hui c'est une obsession sur beaucoup de jardins, et il est vrai que d'une manière générale ça apporte énormément, c'est très utile, et nous sommes à la période assez favorable, je dirais, pour faire
ces amendements organiques. Donc notre parole d'expert va vous permettre de mieux comprendre ce que c'est, la différence qu'il y a avec des engrais notamment, comment ça se présente et comment on les utilise. Alors on va commencer justement, mon cher Roland. Qu'est-ce qu'un amendement ? C'était la question que nous avions lorsque je travaillais il y a des siècles en jardinerie. Et donc, on avait des clients qui arrivaient. Bonjour, je l'amendement. Et on avait pris l'habitude de reposer la question ouverte à nouveau. Mais quel type d'amendement souhaitez-vous ? Eh ben, de l'engrais, quoi. L'amendement, ce n'est ni de l'engrais ni du terreau. C'est quelque chose qu'on va apporter au sol pour essayer d'améliorer, changer un peu la structure du sol. Enfin, oui, le rendre plus facile à certaines cultures. L'amendement est un élément qui agit sur la structure physique du sol, tandis que l'engrais, que l'on peut considérer comme étant de la nourriture pour plantes, si on veut simplifier, lui agit sur la structure chimique du sol. Parce que je rappelle, on l'a vu avec la photosynthèse la semaine dernière, la plante est une véritable usine chimique. Et les gens qui rejettent le mot chimique ont totalement tort. La chimie est l'ensemble de tout ce qui permet la vie. Alors on est dans la chimie organique. Alors on va justement rester sur ce côté organique, c'est-à-dire cet amendement organique, qu'est-ce qu'il va faire ? On va parler du compost forcément, voilà. Puisque le compost, on va l'ajouter au sol pour le rendre peut-être de meilleure qualité ou plus riche, par exemple. Le but de l'amendement organique, c'est essentiellement d'amener une flore microbienne, on devrait dire une faune microbienne, qui va transformer des éléments organiques. Donc, que veut dire organique ? D'origine vivante. C'est-à-dire que ce sont soit des déchets végétaux, soit des éléments même animaux. Ça peut être du fumier, des arêtes de poisson. On fait des excellents amendements avec ça. Bon. Donc, ces micro-organismes, eux, vont produire ce qu'on appelle de l'humus. Et c'est ça que l'on recherche dans l'amendement. Parce que c'est, on va dire, le ferment de la vie du sol, d'avoir cet humus. Tu as parlé du compost, le fumier, oui. Les algues compostées. Attention, il y a une différence entre le compost qui est le produit fini et le compostage qui permet d'obtenir le compost, ou effectivement d'avoir des amendements organiques de type algues ou feuilles mortes qu'on va laisser décomposer, etc. Pourquoi pas dire engrais alors ? Mais parce que l'engrais, lui, va nourrir la plante, alors que l'amendement, lui, il va permettre au sol par la suite de nourrir la plante. Donc les racines vont venir chercher dans ce sol ce dont elles ont besoin. Donc l'engrais, c'est vraiment, on va dire, presque du coup de fouet, donc ça nourrisse la plante. Ça dépend des engrais, mais effectivement, l'engrais, encore une fois, agit sur la partie chimique de la plante. Bon. Il y a quand même un tout petit bémol avec le fumier. Parce que le fumier est riche en éléments fertilisants, en éléments nutritifs, et en même temps, par sa structure, par sa texture, il joue un rôle d'amendement. Et ça, donc, il faut en tenir compte également. Dans le fumier, on obtient les deux à la fois, et c'est quand même assez sympa. D'autres amendements organiques, par exemple, que tu pourrais connaître ? Oui, les tourbes, oui, bien sûr. Les lombricomposts ? Oui. Bon, après, tous les marc de fumiers raisin, desséchés. par exemple. Le guano, il est vraiment en engrais, parce que lui, il est complètement fini, décomposé. Mais si vous habitez à côté d'une pêcherie, vous récupérez toutes les arêtes, tous les vieux trucs de poisson, vous les faites composter, puis vous avez un excellent amendement organique. Alors, comment ça agit dans le sol ? Je sais que ça fait du bien, ça se mélange. Là, l'important, c'est le mélange. Moi, j'attache beaucoup d'importance quand on ajoute l'un de ces amendements au mélange. Donc, oui, est-ce que tu vas mélanger en bêchant, en retournant ? Oui, mais ça, c'est l'utilisation. Ça apporte la quantité d'humus qui est important, donc ça stimule l'activité microbienne, mais ça joue aussi une sorte de rôle d'éponge, parce que l'amendement organique, quand vous le regardez, votre compost par exemple, ça se gorge d'eau. Il y a une capacité de rétention en eau qui est importante, et donc au niveau du sol, ça peut être très utile. Par exemple, si vous avez un sol très sableux, apportez beaucoup d'éléments organiques, parce que justement, il joue ce rôle d'éponge. Ça va équilibrer aussi structurellement les sols sableux, parce que un sol sableux, vous prenez du sable à la main, ça coule entre vos doigts. Si vous mélangez avec votre compost, vous allez avoir quelque chose de plus consistant qui sera même capable de former des mottes et donc qui permettra une culture meilleure pour les plantes. À l'inverse, sur les terres argileuses, les terres compactes, les terres lourdes, comme on dit, eh bien, il va jouer un rôle d'aération parce qu'il est composé d'éléments qui sont à la fois dur, par exemple, il reste des petits bouts de bois, il y a des petites choses comme ça, qui vont donner de l'aération quand on va
faire ce que tu disais toi, qui est important, du mélange. Donc, on va maintenant vous donner les éléments qui vous permettent de bien utiliser ces amendements organiques. Comment et quand? Donc déjà à l'automne. La plupart du temps, moi, je fais ça à l'automne. Oui, c'est pour ça qu'on vous en parle maintenant. Ah oui. Tu vois, j'ai commencé un peu plus tôt. Là, une fois que les cultures sont enlevées, certains endroits où j'ai mis des engrais verts, et puis d'autres où j'ai carrément ajouté mon compost en surface parce qu'il va pouvoir descendre entre guillemets dans le sol, enfin se mélanger plus facilement au sol pendant tout l'hiver. Tu le mélanges pas, toi tu le retournes pas. Alors, ça dépend. Non, moins c'est fatigant, mieux je me porte. Donc certains endroits, je le fais quand le compost est bien composté, bien mûr. Je le fais à la grelinette un petit peu, de façon à composter. J'en mets pas partout. Et puis autrement, je le laisse carrément en surface, en compost de surface. Tranquille. Oui. Faut pas trop bosser. Je partage. Alors, on a vu qu'il existait aussi des éléments minéraux, puisqu'il nous en a parlé plusieurs fois. On y reviendra là-dessus une prochaine fois. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Eh bien, il y a toujours des choses qui se passent dans notre univers du monde du jardin. Il y a des nouveautés, il y a des produits, il y a des appareils, il y a même des plantes. Et tu vas commencer avec une plante. Oui, un Calicarpa Bodinieri Magical Snow Queen. Ça veut dire qu'il y a du blanc là-dedans. C'est une plante, j'en parle en ce moment, parce qu'elle a eu une belle médaille d'or le 24 août à Waregem. C'est pas trop tard, parce qu'elle doit être au top. Les Calicarpa, on les appelle les arbustes à bonbons. Ça fait des fruits. Oui. Alors, on les connaît surtout violet ou rose, mais là, celui-là, il est blanc, hein, c'est ça? Oui, il est blanc, et surtout, on commence à le trouver en magasin, parce qu'il a eu son prix, etc. Et alors, il y a beaucoup de production de baies, blanc ivoire, et donc c'est beaucoup plus joli, parce que, comme tu dis, habituellement, on l'a violet. Il est déjà beau, hein, on l'appelle aussi la petite plante bonbon, oui. Parce qu'on dirait des petits Oui, bonbons, on dirait des petits bonbons. N'allez pas les Ils manger. ne sont pas toxiques, mais ils ne sont pas comestibles pour autant. C'est pas une plante que l'on consomme, mais c'est intéressant aussi, parce qu'il est caduc. Oui. Donc, il va perdre ses feuilles qui vont devenir jaunes, mais les bonbons vont rester. Oui, c'est ça, c'est très sympa. Et non, ça va être un petit peu tard parce qu'il commence à perdre ses feuilles, mais c'est vraiment très très jaune. Alors ce jaune et blanc, c'est vraiment merveilleux. On rappelle juste son nom, Calicarpa Bodinieri Magical Snow Queen. Waouh, ça c'était bien. Alors moi, je vais faire un truc beaucoup plus terre à terre. Aïe. C'est le SHA56. Ah oui, c'est moins glamour. Ah oui, c'est vrai. glamour. C'est un aspirosouffleur à batterie de la marque Stihl. Et autant il y a multitude de souffleurs à batterie que l'on trouve dans toutes les marques, mais des aspirosouffleurs, c'est-à-dire que soit vous faites du soufflage, soit vous faites de l'aspiration et du broyage en même temps. Ah, parce il y en qu'il a broie pas en même temps? Ben oui, parce qu'en fait, ce qui est assez malin, bon, c'est pas le seul de loin à faire ça, mais du moins à batterie, c'est certainement un des très rares, c'est que lorsqu'on passe de souffleur à aspirateur, on change simplement l'endroit où l'on met le sac. C'est-à-dire le sac se trouve à l'endroit où il y avait le soufflage. Ce qui veut dire quoi? Qu'on aspire les feuilles et elles vont passer à travers le ventilateur qui faisait la soufflerie. Ah oui, ok. Et donc, elles vont être évidemment hachées menues. Donc ça, c'est assez intéressant. Moi, je préfère très, 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 très largement utiliser un aspirateur, un souffleur. Si vous avez vu notre reportage sur notre jardin, on a beaucoup, beaucoup de paillettes d'ardoise partout. On a mis ça sur le sol. C'est facile d'entretien et ça met bien en valeur les végétaux dans les parties où on voulait circuler. Ça demande beaucoup moins d'entretien qu'une pelouse. Et comme notre jardin est très ombragé, c'est difficile de faire une pelouse. Eh bien, avec un aspirateur, vous passez là-dessus, vous aspirez facilement sans prendre Oui, des c'est ça. paillettes. J'allais te dire, quand c'est une petite paillette, est-ce que tu n'aspires pas avec, quoi? Donc l'intérêt de ce SHA56, c'est que, bon, il a un grand sac, un 40 litres, mais surtout, il est à batterie. Il est avec une batterie de 144 watts, donc qui donne une bonne autonomie. Le fabricant dit au moins 25 minutes. On peut le croire. C'est vrai que sur les outils à batterie, le souffleur aspirateur est le plus gourmand en énergie, plus qu'une tondeuse même. Donc il faut une grosse batterie bien costaud. C'est un appareil assez léger qui pèse en mode aspiration 4,2 kg, 1 kg de moins lorsqu'il est en soufflage. C'est pas très très bon marché puisqu'on est à 400 € avec la batterie et le chargeur. Oui. Donc tu peux la réutiliser. Mais on est dans une marque de qualité professionnelle, il faut quand même le bien le dire.
Pas de manifestation de salon en ce moment, c'est vraiment la fin de saison, donc on a quand même des coups de cœur. Ah bah oui, puis moi c'est pour une entreprise franco-française, allez, les poteries d'Albi, tu connais Albi, tu sais où c'est, Oui. et là-bas, Laure Camillo, qui est la patronne de poteries d'Albi, c'est une nana hyper dynamique qui fait un travail remarquable. L'entreprise existe depuis 1891 et elle a su... Mais pas Laure. Ah non, Laure, non, elle est beaucoup plus jeune que ça, elle a su dynamiser, rajeunir l'entreprise, et on va trouver ses produits et ses poteries terre cuite un peu partout dans le commerce, mais on peut aussi commander sur leur site internet, et ça c'est vraiment bien. Et donc il y a pas mal de choses, et puis quand on travaille avec Poterie d'Albi, c'est marqué sur le site, on peut perpétuer un savoir-faire ancestral, on peut garantir la pérennité, on peut faire vivre 25 familles dans l'Albigeois, donc commander des Poteries d'Albi. Non, puis en plus, c'est vrai que la poterie, en France, elle est énormément concurrencée par tout ce qui arrive d'Asie, d'ailleurs, et donc c'est quand même bien de faire un petit clin d'œil à des gens qui travaillent très très bien. Moi, une autre entreprise qui travaille très très bien, c'est Delbar, et qui vient de sortir le rosier La Sauvagine Terre et Passion. Alors La Sauvagine Terre et Passion, c'est un endroit que doit adorer Roland. C'est des gens qui font de la formation, alors aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers, surtout dans l'histoire de la permaculture et tout ça, mais aussi sur le bien-être, sur l'équilibre et tout. Donc c'était sympa de leur offrir un rosier, d'autant que ce rosier est quand même vraiment, vraiment joli. Il fait des grosses fleurs, à une dizaine de centimètres. C'est tout dentelé sur les bords, blanc rosé, très, très élégant, avec un petit parfum qui associe... Alors ils disent des notes de fenouil, j'avoue que j'ai toujours du mal à les trouver, mais des vraies senteurs de rose, et ça c'est quand même sympa. Pas tellement grand, il fera moins d'1 mètre de hauteur, et il est vendu 15 € par, tout simplement, les pépinières et roseraies Georges Delbar, et c'est sur cette sauvagine que l'on va se quitter une toute petite seconde pour une page de publicité bien sympathique. Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte ? Avec EasyBio, c'est gagné. EasyBio vous conseille et vous accompagne en vidéo directement dans votre jardin. Découvrez une gamme complète de fertilisants pour vos plantes d'intérieur et d'extérieur, votre gazon et votre potager. Après application des produits, vos végétaux sont mis dans des conditions idéales de développement. Plus de floraison, plus de récoltes et un beau gazon. Tous nos produits sont fabriqués en France, en Bretagne. Ils sont élaborés à base de matières naturelles et conditionnés dans des emballages éco-responsables. Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozlock. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Allô. Ici, Tolose 9, voilà son pseudo, et notre Tolose 9 nous dit, du moment où il y a un lien entre lune et marée, pourquoi la lune n'influencerait-elle pas l'eau présente dans les végétaux ? Alors, ça fait partie du génial mythe de l'influence de la lune sur les cultures, qui, je le rappelle, n'a jamais, au grand jamais, pu être prouvé, mais... ça reste dans une sorte de dogme en disant, voilà, il faut semer les plantes qui sont de ciel à la lune montante, les plantes de terre à la lune descendante. Et moi, je réponds, est-ce que vous avez déjà eu des pénuries de légumes dans vos primeurs ? Ben non, il y a des salades tous les jours, et donc les professionnels sèment quand il faut semer, pas forcément avec la lune, et ils réussissent. Alors, évidemment, que la question de Tolose 9 est souvent l'argument numéro 1 que nous opposent les adeptes de la lune et du jardinage qui va avec. Alors pourquoi est-ce que c'est un argument qui ne tient pas ? Tout simplement pour des raisons de rapport de volume. oui, on peut le comprendre sur la marée, un peu moins sur des petites plantes. C'est la gravité et l'attraction entre notre satellite, la Lune, et la Terre, qui va générer ce flux de marée. Parce qu'il y aura une différenciation.
Mais ça se fait sur des millions de mètres cubes et sur des masses, quand on prend les planètes ou même le satellite, qui sont des milliards de tonnes. Pensez-vous que les forces qui entrent en jeu soient suffisantes pour pouvoir agir à l'intérieur des vaisseaux d'une plante? Oui, d'ailleurs, ça se voit pas sur une piscine, par exemple. Hein. En Tu vois, plus. oui. Pourtant, Non, mais c'est plus que dans une mais plante. Très bon exemple. Donc, effectivement, ça c'est imparable. À partir du moment où, quand vous avez une piscine, vous n'avez pas flux et reflux au long de la journée, imaginez bien qu'à l'intérieur d'une plante où on est sur des trucs de 3 fois rien, bah, ça fait 3 fois rien. Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Mes amis, nous allons croquer la pomme. C'est un fruit de saison. C'est même, je crois, le fruit le plus consommé en France après les agrumes. Et c'est surtout le fruit peut-être le plus facile à cultiver dans quasiment toutes les régions de notre pays. Alors pourquoi les pommes aujourd'hui? Parce que ça va être le moment de planter. On peut planter des arbres fruitiers dans son jardin en ce moment. Oui, on peut, on doit, même on doit, parce que c'est vrai que la plantation à l'automne, en tout cas pour les arbres fruitiers, j'ai toujours entendu ça quand j'étais petit, les vieux jardiniers avec qui je bossais me disaient on plante à l'automne parce que les racines ont le temps de s'adapter au sol, t'as les pluies d'hiver qui vont arriver là-dessus, et donc il est fin prêt pour redémarrer au printemps si tant est que t'as fait une belle plantation ou une bonne plantation. Alors notre ami Roland a parfaitement raison, a bien exposé le problème que l'on peut renforcé par l'argument suivant, c'est que en automne, les arbres fruitiers sont dormants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bourgeonnement, et que toute l'activité métabolique qui reste à la plante va se concentrer sur les racines. Alors que quand vous plantez au printemps, la plante, non seulement elle doit se développer dans le sol pour bien occuper le terrain qui est nouveau pour elle, c'est comme si elle avait déménagé. Et en même temps, elle doit assurer son développement de feuilles, de fleurs, etc., qui lui demande une énergie folle. Donc, le fait de planter maintenant vous assure une bonne installation de la plante dans le sol et parfois même de gagner 1 an sur la production des fruits. Fais-moi un petit peu de botanique là, au niveau des pommiers. Alors, c'est quoi les pommiers? Alors, ça fait partie de la famille des rosacées, comme tout le monde le sait depuis qu'on fait les podcasts. Ah oui, attends, je vais me la péter. Et le genre? Oui. Eh bien, le genre Malus. Malus, Ah, exactement. Bon. Alors, d'où ça vient? Malus, c'est le gars, il était mal. Alors, il s'est dit, tiens, je vais l'appeler Malus parce qu'il avait mangé trop de pommes. Pas du tout. Ah bon? Ça vient tout simplement de la Bible. Ah bon? Je ne l'ai pas lu depuis longtemps. La pomme était longtemps. le fruit défendu, elle a été le mal, fruit alors. du mal. Bah, tu vois, je n'étais pas loin quand même. Du malin. Ah oui. Fruit du diable. Ah oui. Ouais. Donc, quelle erreur. Une quarantaine d'espèces dans le genre Malus, certains qui sont très décoratifs, qui sont magnifiques, comme Malus Everest par exemple, est vraiment un arbre, petit arbre à avoir dans son jardin pour la décoration, puis même les fruits, on peut en faire des compotes assez sympas. Et qui n'est pas le Malus, le pommier, une plante indigène? Ça aussi, c'est important de savoir, parce que on nous rebat les oreilles, garder des plantes de chez nous comme les pommiers. Ben non. Le pommier, ça vient du Kazakhstan, et ça a été introduit. Alors évidemment, on les a cultivés, ces pommes, depuis environ 2500 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est pas d'hier qu'on a domestiqué la pomme. D'ailleurs, à l'époque, des hommes qui n'avaient que la cueillette et qui ne cultivaient pas, il fallait bien qu'ils trouvent des choses comestibles, et ça en faisait partie. Bon. Donc, même en Antiquité, on connaît déjà le pommier. Il a donc été considéré comme une plante de chez nous, mais on a fait quand même des études, et on a trouvé notamment que Malus sieversii, qui habite donc dans les plateaux d'Asie centrale, au Kazakhstan, dans la région d'Almaty exactement, était l'ancêtre de nos pommiers. Alors, quelques mots sur le pommier en tant qu'arbre. C'est vrai qu'on a plusieurs formes. Maintenant, on maîtrise les différentes formes, mais des pommiers, tu vas en trouver quand même en tige. Alors ça, c'était avant, en demi-tige, en quenouille, en cordon, en palmette oblique, en palmette verrier. C'est vrai qu'on va lui attribuer pas mal de formes, en colonne même également.
Alors en colonne, c'est pas une forme qu'on lui attribue, c'est une sélection génétique de pommiers qui sont colonnaires. Mais naturellement, c'est un arbre qui peut faire une dizaine de mètres de hauteur, qui a un port plutôt arrondi, qui, au mois d'avril, va nous faire une profusion de fleurs blanc-rosé, on va dire, et qui, effectivement, va nous donner ses fruits. Alors, tu as parlé des formes taillées, des formes palmettes. Ce sont des formes qui sont extrêmement intéressantes pour les petits jardins, parce que ça ne prend pas beaucoup de place. Sauf que, il faut les tailler. Ah oui, il faut tailler souvent. Tailler. On en reparlera de la taille. En préparant ce sujet-là, je me suis dit, bon sang quand même, qu'est-ce que l'on a pu perdre au fil des années ? Parce que, qu'est-ce que l'on trouve dans le commerce aujourd'hui ? Une dizaine, une quinzaine de variétés de pommes. Une dizaine, alors qu'il y en a des tonnes et des tonnes. Enfin, des tonnes, j'exagère. Alors, heureusement, il y a des vergers conservatoires qui gardent ces vieilles variétés et qui permettent à ceux qui veulent recréer des variétés de les trouver. Dis-moi un peu tes préférées. Quelles sont celles que tu conseillerais à nos auditeurs ? Alors, j'adore Golden, déjà, pour commencer. Oui, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que lorsque j'étais petit, j'allais cueillir des pommes en Haute-Saône, donc dans un verger qui s'appelait la Cude, et c'est perdu dans le trou du cul de la Haute-Saône. On mangeait les Golden sur l'arbre. Ah, mais oui, Qu'est-ce que c'était bon. Oui, alors après, il y a Melrose. J'adore Melrose, parce que d'abord... Mais non, c'est toi. Winter Banana. Winter Banana, t'es obligé de craquer quand même, parce que le parfum qui sent justement, comme son nom l'indique, un petit peu la banane, t'es obligé de craquer. Et puis après, Villandry, un pommier colonnaire. Oh là, tu tombes par terre, là tu manges, tu tombes par terre tout de suite. Là, paf. Alors ça c'est bien parce que ces colonnaires, donc qui sont des sélections génétiques qui font simplement un tronc tout droit avec directement sur la charpentière principale des floraisons et donc des fruits, idéal pour même une terrasse dans une ville. Donc vous pouvez planter ça, retenez parce que c'est intéressant. C'est Delbar, hein, je crois qu'il Oui, c'est Delbar. Oui, c'est toute la collection Delbar. Il y a pas mal de châteaux dedans. La qualité variétale dépend de ce que vous allez faire avec vos pommes. Ça dépend aussi de votre goût personnel, si vous aimez du croquant, ou si vous aimez quelque chose de plus suave, de plus mou. De mou. Bon. Dans le mou, une des plus subtiles au niveau du parfum, c'est Calville Blanc. C'est un gros fruit qui est un peu jaune verdâtre, c'est à chair tendre, maturité très tardive. À partir de maintenant, donc novembre jusqu'à mars, on peut la garder très très bien. Ça se pollinise bien avec ta Golden, donc on peut mettre une Calville et une Golden. Personnellement, j'aime pas la manger comme ça. Quelle horreur. Parce que c'est en compote tout ça. Brrr. Non, alors la meilleure, incomparable, pour la compote, Reine des Rainettes. Ah bah oui, oui. Variété extrêmement facile, vous pouvez la cultiver dans toutes les formes possibles imaginables, ça marche partout. Et pour la pomme au four, quelle variété ? Ouais, j'en sais rien du tout. Pomme au four. Canada Gris. Je fais pas. Ah, Canada Gris. Oui, c'est vrai. Oui. Moi, je les aime bien comme ça. Les grosses pommes du Canada qui ont une chair molle, mais qui ont une peau qui est désagréable, très granuleuse, épaisse. Puis un peu plate comme pomme, hein. Mais quand on la passe au four, alors le truc c'est quoi ? C'est creuser, au milieu, vous mettez un peu de beurre là-dedans. Là. C'est le beurre qui est bon en fait. Mais non, mais c'est le fait d'avoir cuit, ça caramélise la pomme, c'est assez formidable. Et puis il y a les variétés de Delbar. Bon, Delbar estival c'est terminé, hein, c'est une variété qui est disponible, on va dire, jusqu'à fin septembre maximum. Elle mûrit dans le mois d'août, mais elle est intéressante parce qu'elle est très précoce. Et si vous voulez des pommes en été, eh bien, il faut la mettre. Une des meilleures, c'est certainement Delbar Jubilé. Delbar Jubilé, qui, elle, se récolte en octobre et puis qui va se consommer à partir de maintenant jusqu'à février. Pour la polliniser, il vaut mieux Reine des Rainettes, hein, ou même Delbar Estival, d'ailleurs, ça marche. Et puis, il y a Tentation. Alors, Tentation, c'est vrai que je l'avais bien aimé. Tentation, c'est Delbar aussi. Il l'avait créé pour ses 90 ans, Georges Delbar. Et c'est une pomme dorée et croquante, juteuse, très équilibrée, un peu acidulée. Pareil, Reine des Rainettes, Delbar Estival, ça fait des bons pollinisateurs. Et moi, je voulais quand même vous dire, pas pour votre jardin, parce que vous ne pouvez pas l'avoir pour le jardin, c'est une variété qui est réservée aux professionnels, mais si vous trouvez Jazz dans le commerce, testez-la. Et puis on s'en dira des nouvelles, vous écrirez sur News Jardin TV, soit sur le site, soit sur la chaîne. Franchement, depuis que j'ai découvert cette variété, qui est d'origine néo-zélandaise, mais qui n'est
vraiment on- cultivable que sous contrat par des professionnels. Et je trouve qu'il n'y a pas mieux, quoi. faudrait trouver le pommier. C'est une belle pomme, grande, parfois un petit peu allongée comme ça. Hyper croquante. Alors si vous voulez du mou, là, il faut changer. Hein. Mais très croquante et surtout, c'est rarissime, juteuse quasiment comme une poire. Ah oui. Donc même en plein hiver, on a ça et c'est bien. Et puis, quand même, rappelons une variété très intéressante, française également, qui s'appelle Ariane. Ariane, on la trouve en ce moment, octobre-novembre. Elle est rouge, elle n'est pas très grosse et elle est très savoureuse aussi, Ariane. Et c'est une création française, il faut quand même le dire. Donc, plantez les pommiers, ou au moins un pommier. Enfin, si vous en plantez qu'un, vous risquez de ne pas avoir de fruits. S'il n'y a pas d'autres pommiers dans votre... Les voisins en ont Voilà, toujours au les moins un qui voisins traîne. ont- Ouais. Ah ouais, mais ça dépend si tu es en ville. Ça pousse vraiment, vraiment partout. Ça peut être un peu malade. Donc une petite bouillie bordelaise pour ceux qui ont déjà un pommier en ce moment, que les feuilles sont en train de tomber. Quand il y a à peu près un quart des feuilles qui sont tombées, bouillie bordelaise, c'est très très bien. Et puis au moment de ce qu'on appelle le débourrement, l'éclatement du bourgeon, eh bien vous vous éclaterez de nouveau avec une nouvelle bouillie bordelaise. C'est Tanguy qui nous appelle. Tanguy qui nous dit « Je vois des graines vertes apparaître sur mon lilas. À quelle période ces graines sont-elles mûres pour être cueillies et ensuite plantées ailleurs? Puis-je aussi déraciner les jeunes pousses qui se forment au pied pour les planter ailleurs ?» Alors semer du lilas, Oui, c'est ça n'a dommage. pas hein. trop d'intérêt, sauf dans l'esprit d'obtenir une variété Ah nouvelle. oui, oui, encore. Bon, vous pouvez trouver une capsule. Alors, c'est quoi une capsule? C'est un fruit sec et qui va se couper en deux. C'est pas très grand, hein, ça fait à peu près 2 cm de long. Et à l'intérieur, on va avoir quelques graines et il faut à peine maintenant, c'est-à-dire c'est vraiment à la fin de l'automne, peut-être que ça commence dans certaines régions, récolter les capsules, c'est lorsqu'elles commencent à s'ouvrir. C'est là que les graines sont à maturité. Alors, Oui. t'en as déjà semé? Non, pas du tout. Et puis, j'ai un malheureux lilas et je le taille régulièrement après la floraison, voire pendant pour me faire des bouquets. Voilà. Et Et ça, c'est je pas ne vois jamais les graines parce que le but, c'est d'avoir des fleurs. Alors tu coupes tout après. Oui. Oui, mais pourquoi pas? Parce que ça permet à l'arbuste de rester compact et puis après de faire des nouvelles pousses florifères. Mais si vous voulez le faire, sachez que les graines que vous allez récolter, il faut les stratifier, c'est-à-dire qu'on va les mettre dans une terrine, dans du sable. Vous posez cette terrine-là au pied d'un mur au nord ou d'une haie pendant tout l'hiver et le semis se fera au printemps. Après, les plantes s'hybridant vraiment entre elles, c'est pas forcément génial. Quant au rejet, bien sûr, c'est tellement facile de sortir un rejet de lilas et de le planter à côté. Sauf que, si vous faites ce type de multiplication, vous n'allez qu'augmenter, et de façon considérable, le drageonnage, la faculté de se multiplier comme ça chez la plante. Alors, est-ce que l'on veut? Je ne sais pas. Non, c'est pas ce qu'on veut. Et on peut aussi faire des boutures de bois sec. Hein. Ça marche bien aussi. Ça, on y reviendra une autre Oui. fois. Il adore les boutures de bois sec. Il est Mais obsédé. C'est comme en été, il se balade, en Oui. hiver, il bouture. Voilà, c'est comme ça. Et bien, ça va nous permettre de nous reposer 3 secondes avec une petite page de publicité. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. On bosse. Alors, on va le Allez. faire pour la semaine prochaine, donc du 6 au 13 novembre. On est encore presque dans la bonne période de l'automne. Il faut faire attention. Tiens, il y a un truc. Moi, j'ai remarqué, alors je ne sais pas si toi aussi, si on a une gelée vers le première semaine de novembre, eh bien, généralement, l'hiver est doux.
Ah bon? C'est-à-dire l'hiver arrive, Ouais, jamais paf, fait gaffe à ça, moi. ah, vous dites bon sang, ça y est, c'est déjà l'hiver et tout ça. Et souvent, il s'en va. Il est arrivé, puis il est aussi fatigué. C'est un dicton. On peut jamais généraliser, Ouais. mais c'est des tendances que j'ai pu remarquer à l'inverse. Si nous avons toujours de la douceur, au moins jusqu'au mois de décembre, donc pas une seule gelée dans le courant de novembre, là, il faut commencer à se méfier un petit peu. Alors, Ça marche pas toujours. Hein. Je me souviens en 1956, eh bien, il avait fait froid dès le début de l'automne et il a fait froid après. enfin, 56, c'est comme 85, c'est donc 2 années repères, des grands froids dans son pôle Nord. Effectivement, c'était terrible, mais même ailleurs. Que vas-tu faire la semaine prochaine? Eh bien justement, je vais commencer à tailler un petit peu de ça, de là, à droite, à gauche. Tu sais, je me promène l'été. Pareil, l'hiver, mais avec le sécateur. Et bing, bang, boom, ça décanille de partout. Tout ce qui va me gêner pour passer la tondeuse, j'en profite justement pour enlever un petit peu ces branches gênantes. C'est pas forcément de la taille, on va dire, c'est du nettoyage. Il y a une partie qui sera broyée. J'ai enfin trouvé mon broyeur. Ça fait des semaines que je cherche. On va aller le filmer Ouais. dans le broyage, là, quand il va s'exciter là-dessus. Là. Ça, c'est bien ça. Oui, ça va m'énerver aussi. Et je laisse des tas de bois aussi dans le fond. J'ai un tas en vrac, tu sais, où je tombe pas. Pas pour les vipères, pour les hérissons, parce qu'on en a quelques-uns qui se baladent dans le coin. Oui, en fait, les hérissons ont bouffé toutes les vipères, donc comme ça, t'es tranquille. Exactement. Et puis c'est assez humide, donc on n'a pas trop de vipères. Mais par contre, on a des hérissons qui se baladent, donc je vais mettre des tas de bois. Ça gêne pas. Moi, ça m'occupe le fond. Ça me limite, tu sais, parce que l'été, je laisse pousser un peu l'herbe, et là, donc ça va limiter. Puis ils vont se cacher là-dedans. En fait, c'est ils très cachent bien. la misère avec les mauvaises herbes. C'est assez rigolo. C'est très bien. Les feuilles mortes, qu'est-ce que t'en fais? Eh ben, je les ramasse à la pelle, forcément. C'est régulier, on a déjà commencé, parce que j'en ai ramassé à la tondeuse dès le mois de septembre. Ça commençait déjà à avoir des chutes. Toi, tu les ramasses à la feuilles. tondeuse? Oui, quand je c'est tombe. du travail de feignant. Ah bon, oui, alors là, moi, j'en fais, mieux je me porte, ça, je te rassure. Et puis, par contre, oui, je ramasse. Et ça les broie? Ça les broie, oui, parce que ça va directement dans le bac. panier et c'est broyé. Et qu'est-ce que t'en fais après? Soit compost, mais soit mon pourrissoir derrière, ce que tu as en horreur. Mon pourrissoir, c'est une sorte de compost de rigolo. Quoi. Oui, ça va. Enfin, c'est une sorte de concentré de toutes les maladies possibles qu'il peut y avoir. C'est absolument faux. Ne l'écoutez pas, c'est absolument faux. Alors, tu vas en jardinerie un peu aussi en ce moment? Oui, en jardinerie, il y a des trucs à faire. Il y a d'abord les restes, parce que la Toussaint est passée. Et donc, tu vas trouver, il y en a qui ont trop commandé de pomponnettes, par exemple. Donc, tu vas les avoir un petit peu moins cher ou un solde. Donc, ça vaut le coup. Quelquefois, quand ils se sont trompés, quand le chef de rayon a trop commandé, on a des offres intéressantes. Puis, il y a encore de la fleur. Enfin, les pomponnettes, moi, je craque devant cette plante que je mettrai jamais sur un cimetière et que je garde. On en a une sur la terrasse, on en a une à l'intérieur, même dans la cuisine. C'est superbe, quoi. C'est vraiment une belle plante. Moi, je vous conseille de faire ce que Roland ne fera pas, c'est-à-dire de bêcher à grosse motte le potager, parce que comme ça, si vous avez mis de l'amendement organique, vous l'enterrez et la nature va bien faire les choses, c'est-à-dire qu'avec le gel, avec les pluies, avec tout ça, ça va s'émietter. Donc à grosse motte, vous ne cassez pas la tête. C'est trop fatigant. Non, je fais pas ça, moi. On fait les boutures à bois sec. Alors oui, il faut buter les artichauts, attention, hein, parce que ça n'aime pas beaucoup le froid. En revanche, on bute aussi les pissenlits, on bute aussi les poireaux pour pouvoir les récolter, même en période de froid. C'est pas mal de creuser les trous de plantation si vous avez des arbres à planter, de les creuser 3-4 semaines avant la mise en terre vraiment, parce que là, il y aura un ameublissement naturel en profondeur. Pensez à toutes les protections hivernales, parce que nous sommes quand même dans une période où il y a des petits risques. Et puis, je dirais, pulvériser, j'ai déjà conseillé pour les pommes, mais sur l'ensemble des arbres fruitiers, une bouillie bordelaise, quand vous avez à peu près un tiers des feuilles qui sont tombées. Alors, ça dépend des régions, ça tombe plus ou moins tôt, mais ça, c'est pas trop grave. Surfons, lisons, ça fait du bien. Et nous allons surfer, alors là, un truc de fou. Craig Groves en plus. Groves. Vegetable. C'est un diminutif de vegetable qui veut dire, comme tu le sais, ananas en anglais. Non, c'est bien, je vois que tu écoutes, ça fait plaisir. C'est un compte Instagram assez intéressant, il y a 580 publications, il y a 7450 abonnés. J'ai craqué aussi, donc je me suis abonné. C'est à Wakefield, dans le Yorkshire de l'Ouest. Dans l'ouest du Yorkshire. Et c'est en UK.
Bon, en gros, en Grande-Bretagne. et en gros, c'est à côté de Leeds. Et là, c'est un génial petit jardinier potager. Donc, lui, il fait son potager. Il a vraiment des légumes, il a de tout. Il est intéressé par la nature, la vie sauvage, les plantes, etc. Mais surtout, il nous fait partager toutes ses récoltes. Et là, tu as les photos de légumes en long, en large et en travers. C'est bien pris. Les photos sont très sympas parce que sur Instagram, des fois, tu as des trucs, ça donne pas envie. Voilà, tu sais que je m'intéresse qu'aux images. Donc, comment je commence à regarder de plus près. Il y a beaucoup de diversité, il a beaucoup de gros plants de plants de légumes et c'est vraiment intéressant, c'est large. Il y a des légumes que tu connaissais pas Non, alors des variétés, oui, parce qu'il y a tout un tas de tomates, tout un tas de poivrons. En Angleterre, ils ont leur propre variété. Ouais, donc là, mais non, les légumes, non, je connaissais, mais mes photos sont bien prises et c'est intéressant. Il s'appelle Greg Groves Veg. Ouais, ça c'est facile à retenir. On va vous l'écrire pour ceux qui regardent la vidéo parce que c'est impossible à comprendre. Alors moi, je voudrais vous présenter un bouquin que j'aime bien, mais je voulais quand même râler. Vous savez, vous me connaissez depuis un moment. Maintenant, je suis toujours à être un mauvais caractère. Mais quelle idée d'acheter un livre Orchid Addict. Alors, ça veut faire brancher, ça veut faire... Mais orchidée, c'est joli quand même comme mot. Pourquoi orchis? Bon, on a quand même une langue magnifique. Le français est d'une richesse extraordinaire, tellement riche d'ailleurs que quand vous traduisez de l'anglais en français, vous avez environ 30% de texte en plus. Donc ça veut dire qu'on est capable, dans notre langue justement, d'avoir des précisions, des choses détaillées que n'ont pas nos amis britanniques. Donc, quel titre aurais-tu mis? Je sais pas, Passion orchidée ou des choses comme ça. Addict. Ah ouais, ça fait hyper branché, etc. Mais c'est pas français. Bon. Alors, quand on achète un livre en français, on s'attend de voir du français. Bon, maintenant, j'arrête de gueuler. Le livre est écrit par un type qui est un vrai fou furieux dingue. D'ailleurs, il te plairait parce qu'il a un site qui s'appelle romain.orchids. Aussi, bon, donc, on doit le trouver sur Instagram. Je vais aller voir. Bon, il fait des photos qui sont pas mal du tout. Et le bouquin... qui va un peu vite quand même, à mon avis, quand on le lit. Bon, il y a des petits trucs, mais on se rend compte qu'en fait, il a voulu en mettre beaucoup d'espèces. Ça aurait été mieux, à la limite, qu'il nous raconte que ce qu'il cultivait. Bon, c'est pas toujours le cas. Alors, c'est vrai que quand on voit Sincère, sympa quand même. Il sait les cultiver, le garçon. Ah oui. C'est assez simple. C'est, je pense, le moyen d'avoir envie. Alors, il est particulier, parce que il est aussi décoré que ça sert. Donc, c'est pour ça aussi qu'il est peut-être dans l'esprit de Orchid Addict. Et c'est une autre époque. C'est pas mal, franchement, mais... Bon, c'est bien si on veut débuter dans les... Ouais, c'est uniquement pour ça. Peut-être pour vous donner un petit peu envie. Regardez-le en gros plan. Mais il a une bonne tronche. Il a l'air sympa, en tout cas. Ouais. Donc, c'est chez Ulmer. Ça s'appelle Orchid Addict. Tant pis pour lui. Et ça vaut 15,90. Bon, vous n'allez pas vous ruiner, même si vous ne faites pas affaire avec lui. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus costaud, de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus peut-être original. Au Rouergue, Construire son sol. C'est pas un livre français. C'est un livre de Diane Miessler qui a été traduit de l'anglais. C'est ardu, un livre sur le sol. C'est pas franchement sexy. C'est pas quelque chose qu'on aurait envie d'aller voir tout de suite. Mais regardez, les petits dessins assez sympathiques qui ont une petite tonalité humoristique, mais qui vont vous donner des indications. Et surtout, la personne qui a écrit ça, franchement, elle s'y connaît. Alors, en revanche, il y a un truc que j'aime pas. Ben ouais, il fallait bien que je gueule. Comment mieux profiter de son jardin, travailler moins et récolter plus? Donc déjà, tout cela en enrichissant le sol, tant mieux, et en sauvant le monde. Arrêtons de dire des conneries. On ne va pas sauver le monde en enrichissant son sol. On arrive déjà à nourrir la planète, peut-être tant bien que mal, mais grâce justement à des techniques de culture, d'agriculture, etc. Alors c'est vrai qu'on nous rebat les oreilles avec l'organique et on en a encore un maximum là-dedans, mais il y a quand même des limites. Alors pour votre jardin, c'est intéressant parce que j'aime bien ça en revanche. Construire son sol, ça a quelque chose de jardinier. C'est pas l'opération du Saint-Esprit qui va faire le sol, c'est votre boulot, c'est le fait d'être dessus, c'est le fait de le travailler. Et quand on me dit, oui, on laisse comme ça, on fait plus rien, vous allez voir les petits vers, ils vont faire tout le boulot pour vous, ça, on en reparlera dans quelques décennies.
Cassidy. Non pas Butch Cassidy, The Butch Kid, Cassidy. mais c'est Cassidy. Peut-on utiliser les fleurs de jasmin étoilées pour parfumer le thé? Là aussi, la réponse est simple, c'est non. C'est non, ou du moins, je vais faire du Roland mode, faites gaffe. Oui. Bon, pourquoi ? Tout simplement parce que le jasmin étoilé, ce n'est pas un jasmin. Et ce n'est même pas une plante de la même famille que le jasmin. Le jasmin, il est de quelle famille ? Le jasmin, Jasminum nudiflorum, il est de la famille des jasminums. Non, c'est le genre, ça. Ah Oui. oui. Ah, donc Il est de la famille des saules, Ah, des saules, des dis donc. oléacées Comment ça et se de fait l'olivier. Et ils se gourent, les botanistes, hein, quand même, non? Non, parce qu'il y a des critères communs, notamment Ah bon dans la forme des inflorescences ou des fleurs. Il y a beaucoup de choses qui sont communes et qui font que les plantes sont classées comme ça. En revanche, notre jasmin étoilé est de quelle famille ? Trachylospermum jasminoides, je ne sais pas du tout. Famille des apocinacées. Ah et oui. ça, c'est pas innocent, parce que trouve-t-on dans les apocinacées ? Notamment le laurier rose. Oh là, pas bon. Oh là, pas bon, comme tu dis. Et il y a une chose qui devrait vous mettre sur la piste des plantes potentiellement toxiques, c'est quand on casse la tige et qu'il y a une sécrétion de latex. Et quand on casse une tige de Trachylospermum, on a ce petit lait blanc qui sort et qui généralement signifie qu'il y a une certaine toxicité dans la plante. Alors, est-ce que les fleurs sont toxiques ? Franchement, je vous le dis tout net, je n'en sais strictement rien, mais, principe de précaution pour une fois intelligent, on va éviter d'utiliser des fleurs d'une plante qui a une toxicité moyenne. Il y a pire quand même que le Trachylospermum. Alors après, on peut dire deux mots sympathiques quand même sur le thé au jasmin. On fait du thé au jasmin. Et puis on va respecter la tradition, ça se fait avec des fleurs de jasmin blanc. Alors, Donc le exactement. jasmin, donc on va mettre des couches de thé, on va mettre, j'ai déjà vu des photos, c'est très joli, couches de thé, couches de fleurs, couches de thé, couches de fleurs, et donc on va obtenir le thé de cette façon-là. Alors on fait ça avec des thés verts ou des thés blancs pour avoir un thé qui ne soit pas trop fort pour justement profiter de cette odeur de jasmin. Vous avez des gradations de qualité considérables dans tous ces thés au jasmin. J'ai aucune action dans cette société-là, mais essayez quand même d'aller voir au Palais des Thés, par exemple. Ils ont le jasmin céleste, carrément. Jasmin céleste. Céleste. C'est un thé blanc de Fujian, en Chine. Ils ont le grand jasmin impérial bio. Ils ont le grand jasmin Shenfeng, le grand jasmin Maofeng, etc. Ça vaut le coup de faire des petits tests, si vous aimez vraiment le thé, avec ces plantes. Et puis, cerise sur le gâteau, juste pour terminer, essayez de trouver, si vous aimez le thé parfumé, du thé à l'osmanthus. Ah, oui. L'osmanthus, qui est un arbuste qu'on peut cultiver chez nous et qui a des toutes petites fleurs qui sont aussi un peu au parfum de Parfumé, jasmin, oui. mais avec, je dirais, une plus grande subtilité. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Mes amis, nous allons nous prendre la tête pour essayer de travailler à l'explication d'un truc incompréhensible, à savoir pourquoi est-ce que les plantes ont des noms, comment et qui les nomme, et pourquoi. Parce que nommer une plante, c'est absolument indispensable de manière à les distinguer entre elles. Oui, c'est vrai, je te le Et même- confirme. Communiquer sur la plante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, si on n'est pas capable de la dénommer ou de lui donner une sorte de description, communiquer sur elle. Et puis, les noms, ça crée la relation, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez être capable de dire, bah tiens, j'ai une rose ou j'ai un pissenlit, etc. Et là, vous avez une idée de ce que ça peut être. La systématique est la science qui fait l'inventaire de tous les êtres vivants et qui étudie la diversité biologique pour créer une classification. Parce que on ne peut pas nommer au petit bonheur la chance. Ça s'est fait d'ailleurs. Là, je vous parle de la classification scientifique, cette systématique. Il y a aussi la classification populaire, Ah, vernaculaire. vernaculaire, j'adore. Et ça amène des problèmes énormes. Parce Oui. que chacun peut appeler la plante comme il en a envie. Et si vous regardez
Par exemple, peut-être même rien que sur Internet, vous tapez le mot queue de renard plante. Ah oui. Plante quand même. Sans ça, vous aurez les queues des renards. Vous allez avoir une foultitude de plantes qui s'appellent comme ça. Oui, les acalifas, Oui, les amarantes. voilà, Ouais. et puis d'autres. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un a dit, tiens, ça pourrait ressembler à ça. Donc les scientifiques, eux, ils ne sont pas partis là-dessus, même si, à une certaine époque, on avait fait quand même des classifications par rapport à l'évocation que la plante pouvait avoir. Donc elle ressemblait à, donc on disait ça c'est ensemble. S'il y avait des choux qui ressemblaient à des roses, on aurait presque pu les mettre ensemble. Bon. Et puis il y a quelqu'un qui est arrivé, on va dire que c'est un véritable génie. Né en 1707, mort en 1778, suédois, à Uppsala, monsieur Carl von Linné. Il a inventé un truc, mais qui peut sembler tout bête aujourd'hui, qui s'appelle la nomenclature binominale. Ça veut dire quoi? La bi, ça veut dire que tu mets deux noms, quoi. Voilà. Ouais. Mais comme nous, Roland Motte, Ouais. Patrick Mulan, Miguel de la Rosa. Donc deux noms, nom et prénom. Chez les plantes, c'est la même chose. Vous avez ce qu'on appelle le genre. Par exemple, on va prendre Saule, le genre Salix. Donc, Salix. Mais il y a plusieurs Salix différents. Oui. Alors vous avez Salix alba, Salix babylonica, Caprea. Salix caprea. Donc c'est les prénoms, on va dire. Oui. Donc ça c'est l'espèce. Genre, Saule, espèce que l'on vient de dire. Qui font tous partie de la même famille, comme toi tu as une famille, donc avec des oncles, des tantes, des cousins, des grands-mères, etc. Oui, mais quand tu as un oncle qui a le même prénom que toi, si tu as le Roland Motte en tonton, comment ça se passe? Eh bien c'est pas possible parce qu'il y a des règles, il y a un code international de la nomenclature botanique qui décide qu'une plante ne peut porter qu'un seul nom. Comment est-ce qu'on sait qu'il y a une plante? Parce qu'il y a des échantillons de référence qu'on appelle les herbiers. Dans les grands jardins botaniques du monde, il y a des herbiers. Et ces plantes, en herbier, elles ont des caractéristiques qui ont été décrites. Parce que chaque plante est décrite par un scientifique. Tu es en train de dire qu'à l'époque du numérique, on a tout sur informatique, ordinateur et tout ce qu'on veut, on est toujours avec des herbiers pour reconnaître les plantes. C'est ça? Évidemment. Ah bon? On aurait pu numériser, enfin je sais pas, faire un truc plus cool, quoi. Environ 400 000 espèces végétales dans le monde, plantes supérieures. Le travail est considérable. Il y a certainement même des plantes qui ne sont pas dans les herbiers, mais elles ont été décrites à un moment donné par des botanistes. Pourquoi? Parce que la science a commencé très tôt, à une époque où l'informatique, elle n'était même pas imaginée. On continue, monsieur Roland Motte, à faire des descriptions de botanique en latin. Parce que les mots sont compréhensibles par toute la communauté scientifique qui sait travailler là-dessus. Alors ça se fait aussi de plus en plus en anglais, il faut quand même le dire. Bon. Mais il y a plein d'erreurs. Ça n'arrête pas. Il y a un site que je vous conseille qui s'appelle The Plant List. The Plant List qui est fait par le Missouri Botanical Garden, par Kew Garden, donc des sommités en botanique, qui liste donc toutes les plantes. Prenez n'importe laquelle. Allez, on va dire, je sais pas... Thuya plicata. Thuya plicata. Eh bien, vous allez voir s'il y a plein de synonymes, et il y aura toujours le Thuya plicata, ça c'est la forme qui a été officialisée, qui est validée. Et au fil des siècles, il y a des gens qui les ont appelés autrement. Ça n'a pas arrêté. Oui. On en a déjà parlé, par exemple, avec le sorbier terminal. Monsieur Linné, à l'époque, avait eu un échantillon qu'il avait cru être une aubépine, il l'avait appelé Crategus torminalis. Et puis 10 ans plus tard, un autre botaniste qui travaillait peut-être plus encore sur le genre sorbier s'est rendu compte que c'était pas un Crategus, mais que c'était un sorbier. Donc c'est en perpétuel mouvement, quoi. C'est en perpétuel mouvement. C'est pour ça qu'on vous a aussi cassé les pieds à l'automne avec les astères en vous disant que une partie des astères, notamment les grands de l'automne, s'appelaient maintenant des symphyotrichomes, pour deux raisons. C'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des différences, mais qu'on s'est rendu compte aussi que ce genre symphyotrichome qui avait été créé avait une réalité. Et quand je parle de ça, c'est assez rigolo, c'est de se rendre compte qu'on peut avoir des erreurs.
et que ces erreurs vont être validées. Pour une raison, c'est qu'il y a la règle d'antériorité. Ouais, le chef a C'est-à-dire toujours raison, quoi. le premier. Ah ouais. Et par exemple, on a plein de plantes qui s'appellent japonicum et qui sont originaires de Chine, par exemple, ou chinacées qui sont originaires du Japon ou de Corée. Parce que, à l'époque, les explorateurs, les aventuriers qui récoltaient les plantes, ils étaient en Chine, ils les envoyaient parce qu'en plus, ils avaient peut-être récolté ailleurs, mais il n'y avait pas d'endroit pour les expédier, il n'y avait pas des avions, des aéroports partout. Et donc, le scientifique, dans son petit muséum, recevait des échantillons de Chine, c'était chinacé. Voilà. Oui, ça paraît logique. Mais comme c'est lui le premier qui les a décrites, quand on s'est rendu compte qu'en fait, elles venaient pas de Chine, mais peut-être de Thaïlande, eh bien, on les a laissées chinacées. Donc on a quand même pas mal d'erreurs comme ça, qui sont aujourd'hui remises en cause, on va dire, par la nouvelle classification, parce que cette classification binominale qui reste, elle est devenue aujourd'hui phylogénétique, c'est-à-dire qu'on ne fait plus de classification sur la forme des végétaux et leurs caractéristiques sexuelles notamment. C'est souvent le nombre d'étamines, la position des étamines, du pistil, etc., qui compte pour marier les plantes. Maintenant, on ne fait pas ça. La classification phylogénétique, elle est liée aux relations que les plantes peuvent avoir les unes avec les autres. La parenté, le fait qu'elles se ressemblent ou qu'elles vivent d'une même façon, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Et là, on se torture l'esprit. Les noms vernaculaires ont encore de bons jours devant eux. Je ne crois pas. Parce que l'avantage, et on terminera là-dessus, mais majeur des noms botaniques, c'est qu'ils sont uniques pour le monde entier. Oui. Lorsque l'on va dire Schizophragma hydrangéoides, c'est quoi ça? Une sorte d'hortensia grimpant magnifique. On peut parler ça en Papouasie, en Malaisie, en Amérique du Sud ou du Nord, en France, en Allemagne ou en Espagne. Oui. Tout le monde saura, tout le monde, dans la botanique, que c'est Schizophragma hydrangéoides. Donc avec mes voisins, je peux dire hydrangea grimpant, quoi. Hortensia grimpant. Sauf que il y a aussi Hydrangea pétiolaris qu'on appelle Hortensia grimpant, qui n'est pas du tout la même plante. Et donc, qui est-ce qui a raison? C'est les botanistes et c'est la science, comme d'habitude. Et ça sera le mot de la fin pour cette émission que j'espère vous avez suivi avec plaisir. En tous les cas, nous avons pris un grand plaisir à vous la faire, à vous la proposer. Il y avait Luc à la technique avec le son. Il y avait Miguel derrière toutes ces manettes, ces caméras et tout ça pour vous permettre d'avoir une belle émission en vidéo. Il y avait évidemment ma petite jardinière qui est en train de nous préparer à déjeuner, ça va être sympa. Il est temps, hein, le saucisson. Il y avait aussi, il y avait Perle qui était toujours avec la petite jardinière, mais on a de la chance quand même d'avoir tout cet environnement. Et puis on a Roland qu'on retrouve sur tous les réseaux sociaux possibles, imaginables, et qui vous dit en ma compagnie à la semaine prochaine. Et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Votre programme avec promessesdefleurs.com. Promessesdefleurs.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager.